Bien, bonjour à tous. C'est la journée internationale des femmes un peu partout dans le monde, en Guadeloupe aussi. Et aux ZCL, bien évidemment, comme chaque année, il y aura tout à l'heure à partir de 13h une émission spéciale avec les chroniqueuses, celles qui pouvaient être là ce midi. Et la thématique, on vous l'a donné déjà. On y reviendra dans un instant. Quel est votre modèle de femme inspirante? Martine sera là, José, Manik, Caroline Alix, Iman Soudan au moins. Et vous pouvez intervenir probablement au téléphone. Sinon, de l'actualité, c'est la grève à la SIG. Olivier Félix était sur place, on va voir le reportage tout de suite. Ainsi que le congrès UPLG-K, Loane Duhamel et la sensibilisation à la maladie rénale. On va recevoir dans un instant Madame Camille Mijoin. Bonjour. Bonjour. Elle est présidente de l'association Lyon Panier, c'est ça? C'est ça, présidente de l'association Lyon Panier. Et vous organisez une manifestation le 11 mars, dans le cadre de la journée de la femme aussi, c'est ça? Exactement. Bien, c'est parti. Tout de suite, on part à la grève de la SIG avec Olivier Félix, voir un peu de quoi il s'agit. C'est parti pour ce reportage. Nous, effectivement, il y a un appel général par rapport à la retraite, mais avant d'arriver à la retraite, il faut travailler dans de bonnes conditions quand même. Et c'est ça nous avons réclamé, que nous avons travaillé dans de bonnes conditions, que nous respecter ces salariés-là. Ça a bien marqué, si ce n'est pas quand là qui a sécurisé là. Nous avons demandé la direction respecter ces salariés-là. Nous avons demandé la direction respecter le code du travail. Article L4121-1 du Code du travail qui a dit qu'il faut les salariés travailler dans de bonnes conditions. Parce que si vous ne travaillez pas dans de bonnes conditions, vous pouvez atteindre mental et physique. Santé mentale et physique. Et c'est important. Si vous ne travaillez pas dans de bonnes conditions, vous péquez bien en vie, vous péquez ni en bonne santé et vous péquez peut travailler jusqu'à 64 ans. C'est logique. Donc tout ça lié. Quand on a dit... cet acteur-là qui a changé, mais c'est le même film-là qui a déroulé. Parce que nous, nos nouveaux directeurs, ça a fait à peu près 4 mois là. Et effectivement, il a marché, il connaît toute rivière, toute la mer qui est en Guadeloupe. Mais par contre, traiter problématique à la SIG, il peut parer pour faire. Et c'est pour ça que nous mobilisons. Parce qu'effectivement, ça a fait 1 an. C'était l'année passée, nous étions mobilisés pour les conditions de travail. Et toujours, nous avons le même problème là. Et nos nouveaux directeurs qui viennent, ils ont passé tout partout, d'accord, ils ont dansé, ils ont habité, ils ont rimé, ils ont ri, ils ont sympathisé avec tout le monde, ça bien. Mais conditions de travail à monde, monde qui a pété en disant là, monde en arrêt maladie en disant là. Et pour le moment, rien pour régler. Et c'est ça nous commandons. Nous commandons qui plan d'action. Et c'est ça la CGSS commande. Et c'est ça l'inspection du travail commande. Ben c'est ça nous avons discuté entre nous, avec les camarades là qui sont là, nous avons décidé pour savoir est-ce que c'est une mobilisation ponctuelle ou est-ce que nous avons dirigé dans le temps. Donc pour nous, ça pour le moment. Voilà, c'est une situation un petit peu particulière à la ZIC. C'est un dossier sur lequel il va falloir probablement revenir. Ce week-end, c'était le congrès de l'UPLGK. Alors, vous savez qu'il y a l'Union populaire de libération de la Guadeloupe qui existe depuis 1978, qui a eu récemment son congrès avec un nouveau secrétaire national. Je veux parler de M. Bicep. Mais ce jour-là, le jour du congrès officiel de l'UPLG, il y a eu une petite perturbation. D'autres militants qui se réclament aussi de l'UPLG étaient venus et avaient tenté de prendre la parole. Et puis finalement, ça s'était un petit peu mal passé et les choses étaient entrées quand même dans l'ordre. Le congrès avait pu se tenir. Oui, c'est ce week-end que nous avons su qu'il y avait donc une deuxième organisation qui s'appelle désormais UPLG-K, K comme canal historique ou comme Cascode, on saura, et qui a tenu un premier congrès. C'était aux Abîmes. On regarde le reportage de Loane Duhamel. C'est parti. Nous décider que nous sommes capables de mener certaines actions que nous pas vraies qui étaient à venir, là nous étions là. Nous décider que la jeunesse n'est plus toute place et que faut nous aider à monter justement et ne pas que c'est toujours les mêmes qui vont continuer imposer l'idée à eux parce que la jeunesse c'est ça qu'il faut nous. C'est vers la jeunesse nous qui est loin. Parce que nous avons fait en nous. Mais la jeunesse là, il a venu pour dire aussi que tant nous, il peut être toujours là. Mais ça, il n'y a proposé, pas toujours en adéquation avec ça que nous avons proposé. Nous radicalement changé l'état d'esprit en nous. Entrer dans la GEG, pas casse code. Entrer dans le fonds anti-guyanais pour l'autonomie, pas casse code. Entrer dans le fonds guadeloupéen pour l'autonomie, pas casse code. Entrer dans le GONG, pas casse code. Dans l'IPG, toujours. Mais dans l'IPG K.
OK? Et c'est eux qui cassent le code. Parce que c'est eux qui laissent le sentier de la lutte pour entrer dans le sentier de la collaboration. En cas accompagné, oui, ça a fait bien plusieurs années, depuis 2021, en cas accompagné, de comprendre ce habitant, à savoir que si nous pas ensemble, nous préparer ici. Ça c'est rien. D'autre part, ils comprennent aussi le fait que nous devons être par élection à l'institution républicaine française, toute vallée et coloniale. Par conséquent, il faut nous faire en sorte, à partir du moment des bases là, ça que c'est des institutions coloniales, il faut nous trouver une stratégie pour nous payer, justement, s'il le faut, prendre ça qui permet nous d'aller devant et laisser ça qui est embarrassé nous. Voilà, c'était donc le congrès. On va clôturer ce tour dans l'actualité avec cette sensibilisation à la maladie rénale. Vous savez que le rein, on en a parlé l'autre jour avec Madame Hydroville, c'est un membre du corps qui est très 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 sensible et aujourd'hui les maladies rénales se sont développées, d'où cette campagne de sensibilisation qui est menée depuis quelques jours en Guadeloupe. C'est à suivre. Louane Duhamel aussi. Mais ce soir, dans le cadre de la Semaine mondiale du rein, nous organisons une conférence débat sur le thème de la dialyse, de la prévention de la dialyse, des traitements. Et nous le présentons avec toute l'équipe, donc les néphrologues, les infirmiers, les diététiciennes. On parle d'insuffisance rénale quand les reins, les deux reins que nous avons tous, ne fonctionnent pas convenablement et donnent des troubles en fonction du stade de l'insuffisance rénale, divers troubles métaboliques, cliniques. Et quand cette insuffisance rénale est sévère, si on ne substitue pas leur traitement, leur fonction par la dialyse, ou dialyse péritonéale ou hémodialyse, la personne ça peut entraîner le décès du malade. La première chose à faire pour la maladie rénale chronique, c'est déjà de se faire dépister, puisque c'est une maladie silencieuse qui se développe à bas bruit. Donc les principaux facteurs de risque, surtout dans le bassin caribéen, sont la tension, l'hypertension et le diabète. Donc toute personne diabétique ou hypertendue doit se faire dépister de la maladie rénale chronique. Puisque quand les signes cliniques apparaissent, c'est-à-dire fatigue, œdème, nausées, anorexie, vomissements, c'est que la maladie rénale est déjà très installée et qu'on arrive au stade 4, voire stade 5. Et le stade 5, c'est l'insuffisance rénale chronique terminale, qui est irréversible et pour lesquels on a différents traitements. Les différents traitements sont la dialyse péritonéale, l'hémodialyse et la greffe rénale. Alors comment se faire dépister? Déjà, il faut aller voir son médecin traitant qui fait une prise de sang, qui surveille la tension artérielle, les risques par rapport au diabète. Et après, il y a également tout ce qui est clairance, donc la fonction rénale qui est évaluée dans la prise de sang et dans les urines. Et avec les résultats, le médecin, met un score à la maladie et en fonction de l'évolution, on prévient, donc on freine la maladie ou bien quand elle est en stade terminal, il faut un traitement, soit de la dialyse péritonéale, soit l'hémodialyse ou soit la greffe qui peut être aussi faite en amont. Et je vous rappelle aussi que le 11 mars, toujours dans le cadre de cette semaine du rein, pour clore la semaine nationale du rein, on aura une manifestation grand public sur l'esplanade de Basse-Terre avec l'association Infirmiers en Mouvement, où on fera du dépistage de diabète, d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale, et on aura toutes les informations relatives à l'insuffisance rénale. Voilà ce qu'on pouvait dire pour revenir sur l'actualité. Je vous dis l'actualité aussi, c'est la journée des femmes, on en parlera tout à l'heure. Mais tout de suite, on reçoit Madame Mijoin, je vous dis, elle est responsable de Liane Panier, et cette association organise le 11 mars une manifestation. Je vous écoute. Bonjour. Voilà, bonjour. Ben voilà, nous sommes une petite association, comme il y en a des milliers en Guadeloupe, et nous avons choisi comme manifestation phare chaque année la Journée internationale des droits des femmes, depuis 2018 en fait. Cette année, c'est notre troisième événement. Et nous avons choisi
cette année particulièrement, de faire parler les hommes. De faire parler Les hommes. les hommes. Mais oui, parce qu'on fête la journée internationale des droits des femmes, la journée internationale des femmes, comme le dit l'ONU. Sachez que c'est la France, en France, et dans certains pays qui ont suivi la France, que cette journée s'appelle Journée internationale des droits des femmes. Mais l'ONU, c'est Journée internationale des femmes. Et donc, oui, nous revendiquons, nous demandons, nous obtenons, nous avons, nous avançons, mais les hommes à côté de nous, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en disent? Comment vivent-ils ce nouveau monde que je dirais? La femme qui est chef de famille, la femme qui est chef d'entreprise, la femme qui vit, la femme qui ne demande plus l'autorisation à son mari, la femme qui s'assume sans son mari. Voilà. Donc, nous demandons, nous obtenons, mais les hommes à côté de nous, qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc, nous avons déplacé la problématique, c'est plus la femme. Donc, nous écoutons les hommes. Nous leur demandons de venir nous dire leur ressenti, voilà. Et vous pensez, Madame Mijon, qu'il faudrait une journée internationale des droits des hommes? Ah non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il ne s'agit pas de mettre les hommes contre les femmes. Ah non. Il ne s'agit pas de faire... On aime bien les hommes contre nous, les femmes contre nous, mais pas comme ça. Hein. Ce n'est pas dans une lutte. Hein. Oui. Nous ne sommes pas dans une lutte. Oui. Nous sommes dans une... essayons de construire la société ensemble. Co-construction. Oui, bien sûr, parce qu'une société déséquilibrée où la femme monopolise toute l'attention, où la femme obtient tout, où les hommes sont largués, entre guillemets, hein, je dis entre guillemets, ce n'est pas une société équilibrée. Donc, le 8 mars, c'est Journée internationale des droits des femmes, c'est un moment pour les femmes de faire le point sur leur lutte, leur combat, sur leurs acquis, voilà. Et dans cette quête dans cette quête permanente, je dirais permanente, excusez-moi, entre guillemets, hein, donc nous nous sommes posés, nous, dans notre association, cette question, est-ce que les femmes n'ont pas oublié les hommes? Et aussi parce que nous avons posé ce problème-là, parce que les femmes sont victimes presque quotidiennement d'assassinats de leurs compagnons. Féminicides tout le temps, oui, il y a des féminicides, oui. De leurs compagnons, de leurs maris, de leurs époux, de leurs petits amis, voilà. Pourquoi? Ou du harcèlement aussi. Du harcèlement, pourquoi? Pourquoi cette attitude, pourquoi cette violence envers les femmes? Donc, est-ce que l'homme se sent largué? Est-ce qu'il ne se sent pas à sa place? Donc, si nous avons une société déséquilibrée, si nous ne nous intéressons pas à ce que pensent les hommes, si nous ne nous intéressons pas à ce que veulent les hommes, c'est pas nous n'allons pas mener la lutte pour les hommes, mais nous pouvons les aider parce que ce sont nos maris, nos compagnons, nos amants, nos frères, voilà, hein, nos enfants. Et Madame, vous avez le sentiment que quand même depuis quelques décennies que le rôle, enfin la femme aujourd'hui a pris la place qu'elle devait prendre dans la société? La place qu'elle devait prendre. Je ne sais pas si elle a une place. Mérite. La place qu'elle mérite, la place qu'elle devait prendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a une place. Elle occupe cette place-là. Oui. Elle occupe, parce que pendant des millénaires, cette deuxième moitié de l'humanité, cette partie de l'humanité a été ignorée. Elle s'est battue. Sa lutte n'a pas commencé au siècle dernier, au XXe siècle, pas du tout. Donc, elle s'est battue pour avoir ce qu'elle a obtenu là actuellement. Oui. Donc, je ne sais pas si elle a la place qu'elle mérite, mais en tout cas, elle s'est fait une place. Elle n'a plus d'autorisation à demander à son mari pour ouvrir un chéquier, pour ouvrir un compte bancaire, pour avoir un chéquier, pour travailler. Vous savez que ça ne date pas de si longtemps. Ça ne fait pas 50 ans, 1975. Je sais bien. 1975, que ça date de... Les jeunes filles, à présent, ont l'impression qu'elles entrent dans le monde avec tous les acquis. Non, c'est récent, ça ne fait pas 50 ans. Qu'elles ont le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari, de ne pas être obligées de suivre le mari quand il est muté ailleurs. Et par ailleurs, qu'on voit un petit peu quand même l'équité au niveau des salaires, on n'a pas suivi. Hein, parce qu'au même emploi, la femme est souvent moins bien payée que l'homme. Oui, ça aussi c'est un combat, mais je ne sais pas.
Je ne sais pas si c'est un vrai combat. Voilà, ça, je ne sais pas. Bon, chaque... Pensez que ça doit rester comme ça, en l'état? Parce que moi, je ne sais pas si les femmes, effectivement, gagnent moins que les hommes. Dans quelle profession? Dans quel cadre? Je ne sais pas. Est-ce que, je ne sais pas si vous, dans votre entreprise, est-ce que vos employés... Souvent, je sais pas c'est si le cas, vous avez... mais c'est une revendication qu'on entend. Mais est-ce que souvent. vos employés femmes sont moins payés que vos employés hommes? Si vous en avez, je ne sais pas si vous en avez. Ça arrive. Mais à diplôme égal, la femme. Et dites-moi, si elles sont moins payées que les hommes que vous employez, est-ce que c'est juste par leur genre, par leur statut de femme ou bien par le poste qu'elles occupent dans l'entreprise? Il faut se poser cette question-là parce que est-ce qu'il y a une entreprise? C'est au niveau du recrutement, ça se passe. C'est-à-dire que quand une femme est recrutée, elle négocie son salaire avec son patron. Et alors, le seul fait qu'elle soit femme, quelquefois, le patron dit, bon, ben, c'est pas moi, je prends un cas comme ça, ça aurait été 4 500 €, je dis, consomme, madame, on peut proposer 3 500. Et si la femme accepte, ben, c'est parti, c'est comme ça que ça se fait. Mais oui, mais là, si elle accepte 3 500 €, c'est peut-être parce qu'elle estime que le travail qu'elle va fournir vaut 3 500 €. Oui, mais si c'est une femme, excusez-moi, mais si c'est une femme qui est sûre de son talent, qui est sûre de son savoir-faire, qui est sûre de pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise, et si elle est sûre de sa valeur, de la valeur de son travail, non. Oui, je vaux plus que 4 500 €. Oui, donc, c'est elle, si elle touche moins que l'homme, c'est pas du fait de son patron. C'est parce qu'elle a mal négocié, elle ne s'est pas estimée, elle s'est sous-estimée. Parce qu'il y a des patrons qui ont une vision de la femme, comme son madame, nous que moi, c'est sûr, mais si madame l'a accepté, c'est parce que madame a voulu accepter. C'est pas si mal. Peut-être qu'il estimait que 3 500 € la travail là vaut, il est content, il est satisfait. Mais imaginez qu'elle était payée plus. Mais dans la même entreprise là, on a fait même bien là, ni moins plus, et regardez, nous va toucher même bien là. Mais c'est sans cas c'est parce que c'est là négocié, et puis bien que madame là aussi peut-être contente et dit 3 500 €, c'est un bel salaire ça. Puisque c'est pas un petit salaire, 3 500 € quand même. Hein? Oui, mais 4 500 est meilleur. Oui, mais peut-être qu'il a estimé, chez chacun c'est selon son estime de soi, en pesant le pour et le contre, en faisant voilà. Alors, donc, le samedi 11 mars, alors comment ça va se passer? Puisque j'ai vu que vous avez des invités. Nous avons. M. Garin. Oui, nous avons un plateau de choix. Hein. Jean-Jacques Bissep, le secrétaire de l'UPLG. Bon, vous avez même Paul Langevin qui a été ancienne ministre. Oui, voilà. Alors, comment ça va s'organiser? Alors, nous avons. C'est un débat, en fait. C'est une table ronde, voilà. C'est une table ronde. Comme je dis, nous donnons la parole aux hommes. Oui. Mais dans avant ça, nous avons quand même, nous avons souhaité avoir Mme Georges Paul-Langevin, mais elle ne peut pas être là en personne, donc elle nous adressera un message vidéo. Et il y a Mme Christelle Cardonnet, qui est responsable, chef du pôle régional anti-Guyane de la Défenseur des droits, parce que la Défenseur des droits, c'est une institution. C'est Mme Claire Edon qui la préside depuis le départ de M. Jacques Toubon. Donc, ils sont en Guadeloupe, et moi-même, je ne le savais pas. Voilà. Donc, c'est l'occasion pour nous de mettre cette institution en avant, de la faire découvrir, je dirais, par la population de Guadeloupe, par tous les autres, qu'elle nous présentera ses missions, ses actions en Guadeloupe, parce que Mme Paul-Langevin me disait qu'elle n'a pas beaucoup de saisine des Antilles, en fait, parce qu'elle s'occupe de la lutte contre les discriminations et de l'égalité. Donc, est-ce que la femme ne se sent pas discriminée dans son travail, discriminée dans la vie? Est-ce que, voilà, je ne sais pas, 1000 questions qui peuvent se poser. Donc, c'est l'occasion de faire connaître cette institution. Et Mme Cardonnet, Christelle Cardonnet, viendra nous le faire samedi. Vous avez invité aussi Mona Kados, qui était à l'UFG? Oui, Mme Mona Kados, une militante très active toujours. Oui. Et donc, elle va nous parler, elle va nous brosser un petit portrait de la femme, de l'évolution de la femme en Guadeloupe, de ce qu'elle connaît jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, cette femme qui s'exhibe, qui n'a pas peur de se montrer nue. Dans les années 90, je me rappelle, quand les Brésiliennes sont entrées dans le carnaval avec leur nudité, ça avait fait toller, je ne sais pas si vous en rappelez, ça avait fait parler, ça avait fait jaser. Oui. Et maintenant, les femmes défilent nues dans le carnaval en Guadeloupe. Oui. Alors, on est parti presque, je dirais, de la chenille fossile pour arriver à ce que nous voyons. Donc, voilà. Et nous interrogeons les hommes aussi, parce que est-ce que les hommes ne sont pas, comment dirais, satisfaits
toujours contents. On ne leur demande pas leur avis, mais on ne peut pas faire sans eux. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça, de cette situation voilà. Bien. Qu'ils viennent nous le dire samedi, nous leur donnons la parole pour la première fois dans la Journée internationale des femmes. Mais je dis excusez-moi, je vous prends quelques secondes. Oui, je dis pour la première fois. Mais cette année, je ne sais pas si c'est un courant qui est dans l'air. Beaucoup d'associations se sont posées cette question-là. Oui. Beaucoup d'associations font parler les hommes cette année. Donc, voilà, c'est peut-être un courant qui est dans l'air. C'est un homme qui vous interroge aujourd'hui, en plus. Ça, c'est plus courant. Oui, c'est plus courant. Enfin, il y a des femmes journalistes quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais ça, c'est plus courant. Bien. Ben, le rendez-vous est pris, donc samedi au Centre culturel de Sainte-Anne, à partir de 14h30. Oui. Et dans ce même centre culturel, les gens pourront visiter une exposition, justement, à l'étage. Oui. Une exposition initiée par la municipalité de Sainte-Anne. C'est une exposition de femmes. D'accord. De peinture, hein, de peinture. De femmes, non, de produits. Ah non, d'accord. D'accord. Produits, tableaux, sculptures, etc. Initiés par la municipalité. Et voilà. Juste un petit mot. Liane de Panier, qu'est-ce que c'est? Liane de Panier, c'est un. Nous ne sommes pas des. Comment dire? Nous ne faisons pas des tresses de panier, tout ça. Liane de Panier, c'est une plante que beaucoup de gens ne connaissent pas, que moi-même j'ai découvert à la création de cette entreprise, de cette association. C'est une plante que les Haïtiens connaissent beaucoup. Ils l'utilisent très, très bien. C'est une liane, en fait, qu'ils utilisent comme les épinards ou bien comme des choses comme ça, en sauce, dans du riz, etc., etc. Donc, pour eux, c'est censé... c'est un remontant. Ça lutte contre, comment dirais-je, l'anémie, des choses comme ça. Alors, donc, c'est Liane Panier ou Liane Panier? Dit en créole, ça fait Liane Panier, mais t'es ni tellement haine. Mais oui, t'es ni tellement haine, voilà. T'es ni tellement haine. Parce que là, c'est Liane Panier. Oui, d'accord, mais ouais. Adam, habitez là, où tapez comme ça, où sautons haine, Adam, déclaration là, où sautons haine. Mais il faut écrire créole là, mon abonne bien. Mais dis Liane Panier, quoi. Parce que, voilà, on ne peut pas mettre trop haine non plus, soit équilibré, habitez là. D'accord, bien. Ben, rendez-vous, j'ai pris pour samedi. Et, ok, merci. Merci. Merci de nous avoir donné un petit focus sur notre manifestation, c'est très sympa. Pas de problème, c'est normal et c'est habituel. Voilà, il est 13h dans ZCL, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour le débat. Quel est votre modèle de femme inspirante? C'est Martine Fazer qui a inspiré ça, avec José Thiour-Lepin, Iman Soudan, Caroline Alix et Manik Siaotistika. Elles seront toutes là sur le plateau dans un instant. On parlera de la femme inspirante. Voilà, c'est parti, la pause. Voilà, il est pratiquement 13h et combien? 8 minutes, 6 minutes déjà. On a déjà pris 6 minutes de retard, mais nos femmes sont là. Bonjour José. Bien, bonjour Dani. Et bonjour Caroline. Bonjour Dani. Il manque encore quelques personnes qui vont prendre un coup. Alors, normalement, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Un peu partout dans le monde, on célèbre ça depuis le 19e siècle. C'est un moment important pour les femmes. Et cette année, l'année dernière, on avait un autre débat. Cette année, on a décidé de parler de la femme inspirante. Alors, moi, je vous pose la question, c'est quoi une femme inspirante? Je commence. Qui répond? Alors, une femme inspirante, on peut dire des femmes inspirantes, c'est une femme qui, à un moment dans ton parcours, à un moment dans ta vie, crée un déclic en toi, crée quelque chose en toi. Une femme qui te dit, son parcours est intéressant, je pourrais m'en inspirer pour moi-même construire mon parcours. D'accord. Caroline, c'est à peu près le même sentiment? Moi, j'irais un cran au-dessus encore. Pour moi, une femme inspirante, c'est une femme qui devient actrice d'une philosophie de vie et qui l'incarne de manière qui la matérialise à part des actions, voilà, des actions concrètes. Et ça, c'est des modèles, oui, des modèles dans lesquels on... Alors, ça veut dire qu'une femme ne naît pas inspirante, alors elle le devient? Alors, une femme, on ne naît pas femme, on devient femme. Ah bon, on ne naît pas femme? Là, je reprends Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, oui. Ça veut dire tout simplement que être femme, c'est un état physique, certes, mais c'est surtout une construction. Oui. Une construction qu'on va mener toute sa vie, une construction qu'on va construire avec ses expériences, avec ses échecs, avec ses réussites. Mais en tout cas, comme disait, c'est une philosophie qui va nous construire et nous emmener chaque jour à nous élever un petit peu plus haut. Oui. Et donc, mais quand la femme devient inspirante, elle devient pour les hommes ou bien elle devient pour elle d'abord, Caroline? Alors, inspirante pour... Je vais laisser Caroline parler, excuse-moi, je suis envahissante. Non, vas-y. Inspirante pour elle,
d'accord, inspirante pour les autres, que ce soit des femmes ou des hommes. Inspirante pour les autres. Inspirante, ça veut dire que dans un domaine donné, tu peux être un exemple. Tu peux être celle vers qui on va essayer de tendre. Tu peux être celle qui va créer quelque chose en toi. Tu peux être celle qui va être ton mindset. Je veux être comme un tel. Donc, une femme inspirante, par exemple, pour la petite fille, ça peut être sa maman. Une femme inspirante pour l'élève en classe, ça peut être sa maîtresse. Je voudrais lui ressembler. Et dans sa vie, tout au long de notre vie, on a différentes femmes inspirantes, selon nos âges, selon les moments que nous vivons. Donc, autour de nous, il y a énormément de femmes inspirantes, des femmes célèbres, mais aussi des femmes absolument pas célèbres, qui sont pourtant des femmes inspirantes pour nous. Pour être inspirante, il faut être célèbre? J'ai répondu. J'ai répondu. Oui. Voilà. Oui. Alors, pour te répondre, Danick, à mon tour, pour moi, une femme inspirante doit être congruente, avant tout. Congruente, c'est-à-dire en accord entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Elle doit vivre ce qu'elle dit. Voilà. Et ça passe par inspirante pour elle-même, et après, elle peut rayonner autour d'elle et au-delà socialement. Mais à travers cette congruence, elle envoie un message de vérité. Parce que on dit souvent, je parle de ce que je connais de notre société guadeloupéenne, qu'elle est machiste. Très. Je confirme. Alors l'autre question, bien sûr, bon, on fait le constat, la société guadeloupéenne, les hommes, ils sont machos et la société est machiste. Mais qui élève les hommes? Les femmes. Les femmes. Les Donc femmes. à qui la faute? Je suis consciente, c'est beaucoup de la faute des femmes. Et c'est pour ça que autour de nous, on a de cesse de répéter que l'avenir passe par l'éducation. L'éducation des filles, l'éducation des femmes, l'éducation de celles qui construisent, qui éduquent les hommes et les femmes de demain. Donc, la seule chance, le seul moyen de sauver le monde, c'est d'éduquer. Ça veut dire que les femmes d'aujourd'hui qui élèvent leurs enfants, leurs garçons, doivent avoir dans l'esprit que... Un autre regard sur l'éducation, un autre regard de ce qu'est un homme. Oui. Mais est-ce que ça change? Alors, est-ce que ça change? Doucement, j'ai envie de dire. Oui. Doucement, mais le plus important, c'est qu'autour de nous, il faudrait qu'il y ait des femmes, des hommes qui ne perdent pas espoir et qui continuent à militer pour que cette société devienne meilleure. Caroline? Moi, j'ai pas de problème avec les hommes machos, au contraire. Ah bon? Oui, moi je trouve ça très beau de mettre en valeur la différence des genres. On veut trop niveler les hommes vers moins de force et de puissance et les femmes vers plus d'autonomie à tous les niveaux. Mais moi je trouve ça beau de rester chacun dans son genre et d'en faire quelque chose de différent. Donc après, tout dépend des besoins de contrôle des hommes. Il y en a qui sont dans des besoins de contrôle excessifs, certes, mais dans l'ensemble, moi, je ne vais pas blâmer un homme d'être trop viril. Oui. Alors, est-ce que viril et macho, c'est la même chose? Viril, Caroline. Alors, Caroline, j'ai du mal. Viril et macho, absolument. Macho, c'est l'extrême. Hein? Oui, parce que Danick, un homme viril, certainement, mais moi, j'ai du mal, Caroline, lorsque j'entre dans une réunion et parce que je m'appelle José et qu'on n'avait pas fait attention qu'il y avait un E, on dit « Ah, vous êtes une femme !» J'ai du mal avec ça. Alors, macho, c'est pas misogyne non plus. Voilà, macho, on est entre les deux. Mais il y a toujours pire. Mais viril et macho, c'est quand même pas la même chose. Ah non. Non, mais macho, moi, j'ai aucun problème avec ça, en fait. Oui. Moi, ça me scinde pas du tout. Non, parce que je dis ça pourquoi? Parce que depuis des décennies, il y a même des lois qui vont dans ce sens-là. On parle de l'équité entre hommes et femmes parce qu'il n'y avait pas d'équité. Donc ça veut dire bien qu'il y avait un décalage. Ben oui, si on a eu besoin de légiférer, Danick, c'est que cette équité, elle ne se faisait pas de façon naturelle. Oui. Tu es d'accord sur ça? ce Oui. Les femmes n'avaient pas le droit d'avoir une carte bancaire. Elles n'avaient même pas le droit de voter. Voilà, jusqu'en 1944. Oui. Donc c'est Simone Veil qui a poussé les lignes, qui a fait bouger les lignes. Oui. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari. Du mari. Voilà. Oui. Ouais. Donc il y a eu des progrès. Ah oui. Oui. Donc, quand on parle de macho, bon, alors ça, c'est le côté, on va prendre ton expression, disant un homme viril.
Mais ça va quelquefois jusqu'à la violence. Ah oui, bon, alors là, oui. Ah oui. Complètement. Parce que les féminicides en France, il y a 2 jours, j'ai entendu une jeune femme s'est fait assassiner. En France, mais je ne sais pas pour ici, ce qui fait Danick, ce matin encore. On commence le journal par Journée internationale des droits de la femme. Oui. On commence par un féminicide. Un féminicide. C'est vraiment, c'est trop. Et alors, quand il y a féminicide, ça veut dire qu'il y a de la violence qui est exercée sur les femmes depuis longtemps, parce que bon, les extrêmes, bon, c'est-à-dire le féminisme. Bon, c'est l'extrême pour la femme qui veut se différencier, mais au maximum de l'homme. Ça, c'est d'accord. Mais le féminicide, qui sont de plus en plus fréquents dans la société française un peu partout, c'est bien preuve qu'il y a un problème quand même à ce niveau-là. Absolument. Même il y a 20 ans, ce mot n'existait pas. Et il y avait cette sémantique n'existait pas. On a créé ce mot, c'est un mot nouveau. Oui. Donc c'est signe que les clivages ont changé, c'est signe qu'il y a de nouvelles marques à prendre, et puis c'est signe qu'il faut dire attention. Je m'adresse à l'avocate. Dans les cas de divorce en général, ça vient plutôt de l'homme ou ça vient plutôt de la femme, globalement? On va faire une statistique, mais enfin globalement quand même. Moi, de ce que j'observais, c'est souvent les femmes qui quittent les hommes. Ah. Mais peut-être parce qu'ils sont trop machos, justement. Ah, quand même. Oui. Souvent, c'est elles qui partent. Pourquoi? Parce qu'elles tiennent les rênes du quotidien, donc elles n'ont pas peur de refaire un quotidien ailleurs. Oui. Mais bien souvent, quand elles partent souvent seules. Alors que quand un homme souhaite divorcer, bien souvent, il part pour une autre femme. Oui. Voilà, les femmes partent seules, je ne suis pas tout à fait sûr que... Pas toujours. Ouais, d'accord. Pas toujours. Il ne faut pas généraliser quand même. Mais elles le font plus facilement. Elles le font plus facilement? Oui, justement pour protéger leur indépendance. Bon, alors il y a ça. Et se protéger des besoins de contrôle. Et les causes de divorce ne sont pas seulement des causes matérielles, les divorces, d'une manière générale. Ah non. Mais non. Complètement pas. C'est souvent violence. Violence ou tout simplement elles ont envie de... Maltraitance même. Oui. Dès qu'il y a une situation de dépendance affective ou économique, oui. Et c'est un petit peu l'enjeu d'un couple, de pouvoir se soutenir affectivement et économiquement, oui. Et dès qu'on lâche un petit peu les défenses et qu'on tombe dans la dépendance à l'autre, et inévitablement, on ne peut plus vraiment dire ce qu'on veut et on peut en souffrir. Oui. Donc c'est tout un challenge de rester d'égal à égal aussi dans sa relation. Et là, je m'adresse à la médiatrice. En général, quand il y a médiation, c'est médiation vers l'homme ou vers la femme, globalement? Moi, je vais d'abord travailler avec la personne qui va se sentir la plus blessée dans cette histoire. Et en général, c'est souvent les femmes. Souvent les femmes. Qu'il faut un peu étayer en termes de confiance en elles. Oui. Mais je trouve que on a aujourd'hui, à notre époque, beaucoup d'outils pour développer la confiance en soi, apprendre à s'affirmer. L'estime de soi, ce qu'on appelle l'estime de soi. Voilà, oui. Ouais. Et bon, c'est pas particulier aux femmes, ça. Les hommes aussi, il y a une problème d'estime de soi. Même pour les hommes, c'est pas. Se responsabiliser dans cette démarche, ça passe aussi par travailler sur soi. Oui. Mais j'ai envie de dire aussi que je le vois souvent dans mon métier, l'éducation des filles n'est pas tout à fait la même que l'éducation des hommes. Oui. Et souvent, nous alertons les mères sur éduquer vos filles à être indépendantes, et éduquer vos filles à être sûres d'elles-mêmes, éduquer vos filles à être libres dans leur tête. Oui. Parce que, on le constate tous les jours, on a tendance à moins travailler ce sens, la confiance en elles-mêmes chez les filles. Alors que souvent dans les familles, on valorise sans arrêt le petit mâle, le petit coq, et ce qui n'est pas systématiquement fait avec les filles. C'est pour battre. Mon cher, vous connaissez bien l'expression-là. Oui, vous connaissez l'expression-là. On lâche coq en moins mari pour la autre. Oui. Et en général, pour la son madame. Toujours. On fait son fils, une fille. Une fille. Voilà. Donc, ça veut dire bien qu'il y a dans la société des équilibres patents. Absolument. Qui sont loin d'être réglés quand même. Et qui se perpétuent. Et qui se pérennisent. Et qui se transmettent comme des atavismes. Alors, donc, je reviens à la thématique. Est-ce que les femmes inspirantes, il y a des modèles, on va en parler tout à l'heure, puisque tu as choisi une écrivaine qu'on connaît. Est-ce que ces femmes-là, en étant inspirantes, permettent aux autres femmes de s'élever un peu? Absolument. Absolument. Et j'ai choisi cette femme inspirante pour plusieurs raisons. Parce que elle est vivante,
Il faut parler d'elle de son vivant. Et c'est parce que aussi j'ai rencontré il n'y a pas longtemps des étudiants en littérature. Et il y en a une qui m'a dit, le jour où j'ai lu son roman, je me suis dit, je veux devenir comme elle. Ah bon? Et c'est extraordinaire quand une élève te dit ça. Donc on minimise, on n'a pas conscience du pouvoir qu'une femme inspirante peut avoir sur le devenir, sur l'avenir de d'autres femmes. Oui. Alors avant de parler d'une écrivaine connue, bon, on va pas le cacher, Maryse Condé, est-ce que les femmes qui sont Miss Guadeloupe, Miss France, etc., sont inspirantes? Absolument, ça dépend de quel domaine. Et non, ça mais dépend, pour les autres, je parle pour les autres. Absolument, et ça dépend à travers quel filtre tu vas regarder cette femme. Moi, peut-être que je n'aurais pas eu cette rencontre avec ces jeunes étudiantes, je n'aurais peut-être pas pensé à Maryse Condé comme femme inspirante, j'en aurais présenté une autre. Tu vois ce que je veux te dire? À un moment donné, une femme inspirante, ça dépend du filtre à travers lequel tu vas regarder ou à travers du filtre à travers lequel tu veux dire quelque chose. Oui. Je ne sais pas si je pose la question à Caroline, qui est française. Tu as entendu parler d'une femme qui s'appelait Gisèle Halimi? Oui. Bon, elle vient d'être aujourd'hui mise en avant par le président de la République française parce que c'est une femme qui s'est battue pour les femmes. Oui. Pendant longtemps, elle a été avocate, s'est battue depuis à l'époque de l'indépendance de l'Algérie, elle s'est battue en France pour la cause des femmes, un peu comme Simone de Beauvoir, toutes ces femmes-là. Ce sont des femmes Simone Veil aussi. Simone Veil aussi, sont des femmes qui ont été inspirantes au niveau de la France. Et donc, on sait qu'en Guadeloupe, une femme comme Solitude, alors, on ne sait pas si elle a existé ou si elle n'a pas existé, c'est un vieux débat. Mais peu importe, Oui. c'est-à-dire que c'est quand même un imaginaire collectif. Oui, oui, bien sûr. Et on s'accroche à cela. Oui, et donc, il y a des femmes dont on a parlé pour leur entrée au Panthéon en France, et il y a eu pour Solitude un débat, il y a une place Solitude en France, etc. etc. Donc ça veut dire que dans l'histoire même de la femme, et ce soir il y a une pièce qui se joue sur Gertière Chimède, qui a été la première avocate noire guadeloupéenne. Elle aussi, c'est une femme inspirante. C'est une femme inspirante aussi. Donc il y a des modèles de femmes inspirantes. Il y en a beaucoup. Et ici on n'entend pas d'hommes inspirants. Alors, certainement, il y a des hommes inspirants. Il y a forcément des hommes inspirants. Une société n'est pas faite de femmes ou d'hommes. Oui. Une société est faite de femmes et d'hommes. Oui, d'accord. Donc, il y a forcément des hommes inspirants. Mais aujourd'hui, on n'a pas pensé aux hommes inspirants parce qu'on est sur une thématique de femmes inspirantes. Oui. Et je veux surtout attirer l'attention sur célébrité ne veut pas dire forcément inspirant. Ah, d'accord. Oui. Les femmes inspirantes ne sont pas forcément des femmes célèbres. Dans nos vies, et je suis sûre, Caroline, dans ta vie, on a des grands-mères, des tantes qui nous ont inspirées et qui sont pour autant pas célèbres. Donc, femme inspirante, c'est vraiment, à mon sens, la femme pour qui, d'un point de vue, tu voudrais ressembler, pour qui tu te dis, je vais essayer de gravir les marches pour pouvoir me rapprocher d'elle. D'accord. Alors ça veut dire que Caroline, Anne de Bretagne n'est pas inspirante, ou bien elle est inspirante? Anne de Bretagne nous a épargné de payer des frais d'autoroute et de péage dans tout l'ouest de l'Hexagone. Oui. Donc on lui doit quand même une fière chandelle, parce que ça a traversé les siècles. Oui. Et c'est vrai que des femmes qui ont régné en métropole, il n'y avait même pas eu beaucoup. Mais la Bretagne, oui, fait partie des régions un peu matriarcales où les femmes ont des gros tempéraments. Oui, je sais. Je crois que c'est propre aux terres où il y a des pêcheurs, et je pense que la Guadeloupe est aussi concernée. Oui. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas non plus pour les femmes guadeloupéennes. Elles savent faire. Oui. Ah non, mais elles ont résisté. Les femmes guadeloupéennes, elles ont beaucoup résisté. Avec leurs hommes. Oui. Pourquoi? Parce que les femmes dans les pays de pêcheurs, elles tenaient la maison. Elles tenaient la maison pendant que les hommes partaient pendant des mois et des mois en mer. Et donc, les Bretons, ils arrivaient jusqu'ici. Et donc, quand les maris revenaient à la maison, ils ne faisaient pas tout comme ils voulaient. Oui. Donc, voilà. Parce qu'il y a un concept qu'aujourd'hui que les femmes de la Guadeloupe refusent, ce qu'on appelle les femmes potomitantes.
Alors, c'est le concept de la façon qu'il est vécu. Alors peut-être que Caroline ne sait pas ce qu'on appelle ça va être un autre débat. Ah si, je sais. Ah, tu sais ce que c'est. Ah bah oui. La femme potomitan qui envers et contre tout, supporte tout sans rien dire. Et qui elle fait tout. Elle est père et mère en même temps. Père, mère, tout, elle fait tout, elle se plaint pas, elle se drape dans sa dignité écorchée, mais on y va. Non, je suis pas ça. Je hurle, je gueule parce que parfois c'est nécessaire. Je dis attention, j'ai aussi des émotions. Attention, je suis fragile et sensible. Je dis ça aussi, tu vois. Donc le concept tel qu'il a été conçu, j'en veux pas trop. Mais si femme potomitan, c'est celle qui charpente la maison et la famille, nous sommes des femmes potomitan. Alors il est 29, on va prendre la première pause. En espérant pour la suite que nos autres femmes seront avec nous. On les attend. Je parlais de Iman, de Martine et de Manika tout de suite. Voilà, on a une deuxième partie de ce débat sur la femme inspirante, le modèle de femme inspirante. Entre-temps, notre amie Iman est arrivée. Elle est coach d'auto-hypnose. Oui, d'hypnose, de PNL. PNL aussi. Ouais. Et elle accompagne les gens. Alors, dans la première partie, on a discuté avec José et Caroline qui donnaient un petit peu leur sentiment sur la femme inspirante. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'une femme inspirante? On ne va pas reprendre tout le débat, mais je te pose quand même la question. Pour moi, une femme inspirante, c'est une femme qui pousse à l'action. Voilà, c'est une femme qui donne envie de se dépasser, d'atteindre ses rêves, de se dire que c'est faisable, que c'est possible, parce que cette femme-là le fait en fait. Voilà, c'est ça pour moi une femme. Alors, et j'avais, pour compléter, parce que j'ai eu à peu près le sentiment de José et de Caroline, et je demandais est-ce une femme devient inspirante, mais elle naît inspirante, et José m'avait dit que premièrement, on ne naît pas femme, on devient femme. La vie fait qu'on devient femme. Alors, il y a une part, j'ai envie de dire, féminine et masculine dans chaque personne. Quand on a un chromosome X, donc on est XX, on est femme, d'accord. Donc, on le devient parce que la vie fait que souvent on est soumis à des expériences qui nous font évoluer. Le fait d'être maman aussi, c'est un vrai passage pour moi, pour être dans une autre dimension de sa féminité. Donc oui, au fur et à mesure, pour moi, il y a vraiment comme des rites de passage pour arriver à être la femme qu'on veut être ou qu'on devient. Oui, on devient une femme pour moi. La femme aujourd'hui doit devenir inspirante ou bien... Alors, en fait, on est inspirant aux yeux des autres, surtout, je pense, parce que... J'avais posé la question, justement. Ouais. Est-ce que la femme l'est pour elle ou pour les autres? On est inspirante pour les autres, je pense, parce que les gens ont un regard sur nous qu'on n'a pas forcément... En fait, on fait les choses sans, je pense, vouloir être inspirante. Voilà, c'est ça. C'est des choses c'est plus un regard que les gens, ça c'est mon avis, les gens vont avoir sur notre façon d'être ou de faire, qui vont dire ah ouais, elle arrive à le faire, donc wow, ça me donne l'élan pour. Mais foncièrement, une femme, quand elle fait des choses, parce qu'elle doit le faire en fait. Voilà, c'est ça. José ou Caroline disait que une femme inspirante n'est pas nécessairement une femme célèbre. Non, pas du tout. Mais vraiment pas, ça n'a rien à voir pour moi. Non, mais vraiment pas. La célébrité, c'est quelque chose de complètement, déjà superficiel. Mais oui, mais il y a des femmes célèbres qui oui, elles deviennent célèbres parce qu'elles font des actions qui sont inspirées. Inspirées, c'est inspiritum, donc par l'esprit, donc qui sont habitées par une force. Pour moi, c'est ça en fait. Le côté inspirant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te pousse à faire quelque chose. C'est pas de ton fait, forcément. Voilà. D'accord. Martine est arrivée, enfin. Alors, bonjour. Le débat a commencé depuis 25 minutes déjà. Elles ont donné leur sentiment sur l'inspiration de la femme, sur la femme inspirante. On n'a pas encore demandé le modèle. Quel est le modèle? Puisque José a fait un focus sur une femme inspirante qu'elle a choisie. C'est une écrivaine. Marie Scondé, tu as la parole, Martine.
Bien, bonjour à tous. Oui, je suis en retard. Je vous prie de m'en excuser. Très en retard. Non, je suis en retard et c'est pas la peine de dire très, puisque ça serait attiré sur le trait un peu plus. Je le suis. Mais je pense que justement, nous parlons des femmes et les femmes, elles ont tellement de choses dans leur cerveau qu'il y a un moment où cela s'en mêle. Et j'avais beaucoup de choses aujourd'hui, dont mon émission, bien évidemment, comme chaque mercredi, à 13h30. Donc mon cerveau s'est dit, c'est 13h30, comme à l'accoutumée, et donc je suis restée dans Solarel. Ceci explique, n'excuse pas, mais explique. Ça n'explique pas. Voilà. Bon, non, allez, on accepte. Non. On accepte. Donc, merci beaucoup. Il y a une avocate là, donc... Caroline est médiatrice. Elle est médiatrice et avocate. Et en plus, une coach. Donc, voilà pourquoi je suis un petit peu... Vous voyez, on voit même la bretelle. Je vous dirai tout, vous savez, la bretelle de mon soutien-gorge et tout. Comme quoi, les femmes en portent aussi. Oui, et nos bras aussi, c'est bien aussi. Hein, le no-bras, c'est sympa. C'est bien aussi, mais ce matin, j'ai pas pensé à no-bras. Donc, on parle de tout, on parle de rien. Je suis bien contente d'être là, et surtout autour d'une journée aussi importante que celle-ci. Je rappelle que c'est toi qui as inspiré... J'ai inspiré, et pourtant, je ne pense pas être une femme inspirante. Et je rejoins à moitié, sur certains côtés, ce que vient de dire ma chère collègue, parce qu'en fait, on dit quand même qu'une femme inspirante n'est pas forcément célèbre, mais très souvent, elle devient une forme d'égérie, une personnalité qu'on aime à suivre parce que on se dit qu'elle a une telle force qui lui permet d'aller vers ce qu'elle a construit ou ce qu'elle veut obtenir, que forcément on a envie de lui ressembler quelque part et elle nous inspire. Et parfois, elles deviennent célèbres de fait de cette inspiration qu'elles ont vis-à-vis des autres, elles le deviennent. La femme que tu as choisie, ma chère José, elle est devenue célèbre parce qu'elle est inspirante aussi. Les deux sont liés. Elle est célèbre de par son écriture, mais elle est devenue inspirante parce qu'elle a fait des choses tellement fortes, tellement engagées, qu'on ne peut que la suivre. Et moi, concernant les femmes, moi je voulais présenter aujourd'hui une femme inspirante, et puis je me suis dit non, il y a trop de femmes qui ont fait de telles choses que c'est peut-être, mon inspiration, c'est peut-être un mélange de toutes ces femmes. Et donc effectivement, là vous voyez Maryse Condé, elle m'inspire parce qu'elle a connu une histoire forte, dramatique, elle a connu une rupture avec son pays, elle s'est construite sur cette rupture, et elle a écrit là-dessus, et elle a écrit surtout au sujet des femmes. Et quand elle écrit au sujet des femmes, ne serait-ce que c'est un ouvrage sur lequel j'ai travaillé pour une pièce de théâtre, Désirada, c'est encore une histoire de femmes, plusieurs générations, et qui sont obligées de faire leur place à travers, encore une fois, des forces et des pouvoirs d'hommes. Et donc c'est déchirant, c'est très fort. Donc elle m'inspire, cette femme. Elle n'est pas la seule. Il y a aussi Madame Georges Tarrer que j'ai rencontrée, qui a collaboré avec moi sur un salon senior. C'est une femme inspirante aussi. Elle est centenaire, je crois. Elle est centenaire, bientôt 101. On croise les doigts. Elle est inspirante parce qu'elle est forte et en même temps si fragile. Et en même temps, elle a fait tant de choses pour les femmes, elle a fait tant de choses pour les enfants, elle a fait tant de choses pour les femmes en Guadeloupe et bien au-delà. Donc, forcément, elle est inspirante. Et cette sagesse, elle l'a encore, elle est à l'écoute de tout le monde, elle est à l'écoute, toujours l'envie d'apporter quelque chose à son territoire et aux femmes autour d'elle. Et puis, il y a une autre femme dont je veux parler de vraiment beaucoup de femmes qui m'ont inspirée et qui ont construit peut-être un petit peu ce que je suis ou ce que je ne suis pas, parce que finalement, je ne suis pas certaine qu'on arrive à retenir tout ça. Mais j'ai parlé également de cette femme Gladys West, qui a été à l'initiative de ce qui nous conduit aujourd'hui, et grâce à elle, j'ai pas mis mon GPS parce que je n'en ai pas dans la voiture, je m'en sers pas, mais c'est quand même cette femme, Gladys West, qui a la première imaginé, créé et permis que nous ayons aujourd'hui un GPS. C'est une femme noire, encore une, qui a été à l'origine de ce travail et qui n'a été reconnue pour son travail qu'il y a très très peu et récompensée. Parce qu'on a donné bien sûr les fondements même de cette découverte à des hommes. Voilà. Et il y a aussi cette femme chercheuse, l'une des 3 femmes chercheuses à la NASA, qui elles aussi sont des femmes inspirantes, puisqu'il y a un film d'ailleurs qui a été fait sur ces 3 femmes, les figures de l'ombre, qui ont travaillé très fortement pour tout ce qui était
comment on dit? Nautique. Aéronautique, hein, merci. Donc en voilà une autre, Joséphine Baker, qui a... Martine, les autres aussi ont des femmes inspirantes à présenter. Oui, oui, oui. Alors, on revient vers toi tout à l'heure. Je salue l'arrivée de Manick. Bonjour, Manick. On sait que tu avais prévenu d'être un petit peu en retard. Alors, on revient donc d'abord vers José. Petit focus quand même sur Maryse Condé. Maryse Condé. Oui. Alors, j'ai expliqué le contexte pourquoi je l'ai choisi, parce qu'il y en a beaucoup de femmes inspirantes. Et je disais, juste pour vous, il y a quelque temps, j'ai rencontré des étudiantes et il y en a une qui m'a dit, j'ai su que je voulais écrire, que je voulais faire ce métier-là, que je ferais ces études-là lorsque j'ai lu un des romans de Maryse Condé. Donc, c'est dire comment une femme inspirante peut changer le cours d'une vie. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de présenter Maryse Condé. C'est une femme de lettres et en même temps une femme engagée. C'est une journaliste, femme de lettres, chercheuse, professeure de littérature, écrivaine aux États-Unis, première écrivaine d'expression française reconnue aux États-Unis. Donc c'est une femme qui a, au cours de 50 ans d'écriture, publié beaucoup de romans avec beaucoup de récompenses, beaucoup de prix littéraires, mais aussi des récompenses, voilà. Et c'est aussi souvent, on en parle un petit peu moins, mais c'est une femme engagée socialement, engagée politiquement pour la reconnaissance de notre identité noire. Le premier livre que j'ai lu d'elle, c'était Moi Tituba, je dis sans sorcière de Salem. D'ailleurs, il y a un film. Alors, voilà. Je vais et le propos surtout, je voulais dire aujourd'hui, c'est l'occasion pour tous ceux qui n'ont pas lu de revenir sur ces romans, de revenir sur ces livres, parce qu'ils sont tellement riche d'enseignements et on peut les lire à tout âge. Moi, j'ai relu Ségou pendant les vacances de carnaval. J'ai relu Ségou il y a 10 ans et c'est absolument pas du tout la même lecture et la même vision que j'ai eue il y a 15 jours. Donc, relisez, c'est vraiment le moment de s'imprégner de ces femmes qui nous inspirent, de ces femmes inspirées et inspirantes. Alors, Caroline, est-ce que tu as des femmes inspirantes ou une femme qui t'a inspiré ou que tu penses être inspirante? Eh bien, par accident, moi, je suis tombée sur un texte de Maria Montessori dans lequel je me suis totalement reconnue, qui parle d'éduquer à la coopération. Et il est vrai que José, elle a eu une carrière auprès des enfants où elle a éduqué les enfants. Et j'ai envie de dire que moi, dans mon chemin de vie, j'ai envie d'éduquer les adultes à plus de coopération. Voilà, donc je tente ce pari. Et quand je lis le texte qu'a écrit Maria Montessori, je me suis tellement il faut dire qu'elle est italienne, reconnue dans la veine de cette philosophie, mais cette fois peut-être pas dirigée vers des enfants, mais des adultes directement. Après, voilà, mon métier l'explique, parce que je suis au contact d'adultes en souffrance, de gens qui vivent des drames familiaux, des drames personnels, professionnels. Donc, comme beaucoup de femmes, on a du mal à supporter la douleur et la souffrance autour de nous et on ne peut pas s'empêcher d'essayer de l'apaiser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et moi, mon ambition, c'est de rendre le plus d'adultes possible autonomes dans cette gestion de la souffrance et de la douleur autour d'eux. Et donc Maria a écrit cette belle phrase, tout le monde parle de paix, mais personne n'éduque à la paix, on éduque pour la compétition. Et la compétition marque le début de toute guerre. Quand on éduquera pour la coopération, et pour nous offrir les uns les autres de la solidarité, ce jour-là, alors, on éduquera à la paix. Et j'ai découvert ce texte après avoir écrit mon livre que tu connais, Dani, qui s'appelle L'art de la paix. Et j'étais déjà engagée dans cette démarche avant même de rencontrer cette femme et d'apprendre à mieux la connaître. Et donc, je rejoins volontiers son courant et son chemin et sa philosophie de vie qu'elle incarnait en créant des écoles alternatives. Et en plus, elle a beaucoup fait pour l'éducation aussi des enfants. Elle a beaucoup fait pour l'éducation des enfants. Donc, elle a fait une école alternative pour les enfants. Moi, je veux faire une justice alternative pour les grands. D'accord. Bon, bon courage, bon travail. Alors, je reviens vers Manick. Rebonjour. Alors, on parlait de femmes inspirantes et du modèle. Alors, premièrement, comment toi tu vois une femme inspirante? Pourquoi c'est quoi exactement? Alors pour moi, la femme inspirante, alors de par ma profession de psychologue, ma formation première, et je le disais sur un groupe sur lequel on échangeait, toutes les femmes sont inspirantes, toutes les histoires sont inspirantes. Le simple fait qu'on soit en vie est inspirant, parce que certaines femmes passent par des situations qui
qui plongeraient vraiment dans un désarroi. Et j'aime à leur dire, vous êtes encore en vie. Et ça, c'est inspirant. C'est-à-dire que, pareil, hein, quand on m'a demandé de faire le choix d'une personnalité inspirante, donc j'ai choisi Maya Angelou, mais en fait non, c'est ma mère. Tout compte fait. Oui, tout compte fait. Si, c'est ma mère encore. Hier encore, je discutais avec elle, elle me racontait des choses qu'elle ne nous avait jamais dit lorsqu'on était plus jeunes. Et sa force de caractère, cette facilité qu'elle a à se battre pour nous, sans chercher à savoir qui a tort ou qui a raison. À partir du moment où on est mêlé dans quelque chose, elle va au combat. Elle va au combat pour nos droits. Et même si on est en tort, après, elle nous dira non, mais attends, quand elle prendra le temps de réfléchir et de dire attends, non mais c'est ça fait la même. Donc là, elle fera marche arrière. Mais sa première démarche, c'est de se battre. Et c'est la louve. C'est la louve, c'est ça. Et je crois que j'ai pris ça d'elle, en fait. Chien pas fait chatte. Mais là, oui, clairement, le combat qu'elle mène et le combat qu'elle a mené pour nous, c'est le combat aujourd'hui que je mène pour mes enfants. Et donc Maya Angelou, oui, grande littérature, écrivaine, poétesse, etc. Mais non, la femme inspirante pour moi, c'est Madame Raspail Féliciane Madly. Ah, c'est bon ça. Je disais qu'une femme inspirante n'est pas forcément une femme célèbre. C'est pour ça, oui. Elle est célèbre pour moi, parce qu'elle est auprès de mes enfants. Exactement. Mais oui, c'est celle qui émeut ton cœur à un moment donné. Oui, exact, tout à fait. Et sur cette même lancée, hein, c'est cette fameuse femme de 60 ans qui me dit je ne sais pas lire, est-ce que vous pouvez m'apprendre à lire? Ouais. Elle aussi, elle est inspirante. À 60 ans, on se dit, elle a eu un déclic, elle se dit je veux. Et là, on se dit comment on peut passer tout un parcours de vie jusqu'à 60 ans et se dire que c'est à 60 ans que je veux apprendre à lire. Et là, on se dit, mais moi, de mes 30, 40 ans, ouais, quand je vois José, quand je vois comment vous êtes, je veux être comme vous quand je serai grande. Ça fait plaisir, je suis une femme inspirante. C'est ça, c'est-à-dire que... Attention, c'était ambigu quand même. Non, comme vous quand je serai grande. Non, quand je serai... Oui. Moi, je l'ai pas mal pris. Pas du tout, il n'y a rien, mais c'est... Malik peut le dire parce qu'elle connaît notre différence d'âge. C'est dans la posture, dans ce que vous faites, tout un chacun dans vos domaines. Oui, moi je veux être à un moment donné, j'invite tout un chacun à prendre un peu de chaque femme. Exactement. C'est ça. Et un peu de soi aussi, et ben pour être une meilleure version de soi-même. Donc il n'y en a pas qu'une d'inspirante. Oui. Ma mère est au sommet. Et ensuite, alors on va demander à notre coach comment elle voit la chose. Quelle femme est inspirante pour elle en dehors de sa mère? On met la mère. Bon, d'accord. Oui, c'est vrai que du coup, on a dans nos vies déjà, on a plein de gens qui peuvent nous inspirer. Moi, je suis restée sur Oprah Winfrey parce que c'est une noire américaine qui s'est battue sur plein de domaines, qui a réussi. Je veux dire, c'est une... Qui a eu une enfance difficile. Qui a eu une enfance difficile, qui a eu des sévices sexuels, qui a eu des traumatismes, qui a été maltraitée, qui a perdu l'enfant qu'elle a eu d'un de ses bourreaux très jeune, elle avait 14 ans. Elle a fait de ça une force en fait, et elle s'est battue pour arriver à réussir professionnellement, à construire un talk show qui était suivi par des milliers de téléspectateurs américains. Elle a eu une vraie influence pour moi politique parce qu'elle a suivi Barack Obama, qu'elle a pu vraiment accompagner, qu'elle a Michelle, pour moi c'est une des plus belles femmes qui soit, donc qui est une de ses amies, et elle est engagée en humanitaire. Elle a fondé une académie à Johannesburg en Afrique du Sud pour permettre aux femmes, aux jeunes filles d'acquérir des compétences en leadership et de pouvoir construire leur entreprise et de propulser en fait. Donc il y a une vraie démarche pour moi qui est énorme en fait. Pour moi c'est la femme inspirante par excellence, parce que elle a fait de ses faiblesses une force pour surmonter les difficultés et réussir. Je veux dire, c'est l'une des femmes les plus puissantes aux États-Unis. C'est une blague. Et voilà quoi. Alors, je veux poser à toutes la même question, parce qu'il y a des femmes qui vous regardent en ce moment et qui sont peut-être pas inspirantes. Qu'est-ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire pour être inspirantes ou pour inspirer? Alors, juste, n'ayez pas peur, osez. C'est difficile, ce n'est pas difficile, c'est difficile parce qu'on n'ose pas.
Oui. Oser. 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 Caroline? La force d'être inspirante, on la trouve quand on se détache du regard des autres. Et cette force-là, on la trouve dans sa congruence entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on est. Voilà, c'est un rapport à la réalité qu'il faut affronter avant tout. Et après, quand on s'inscrit dans cette réalité, on peut soulever les montagnes. Oui. Mais il faut être mu par une vraie authenticité et cohérence personnelle. Je pose la question, non pas à la coach, on fait un dernier. Monique, qu'est-ce qu'une femme, une jeune femme aujourd'hui, comment peut-elle devenir inspirante, ou bien de quoi elle peut inspirer? Est-ce qu'il y a une méthode? La coach va répondre, mais enfin j'ai bien envie d'entendre ta réponse, parce que tu as été psychologue. Oui, alors toute femme est inspirante. Encore une fois, il faut se positionner en tant que femme inspirante. Rentrer dans ce costume de femme inspirante et ne pas se dire qu'on ne l'est pas. Parce qu'encore une fois, ça peut être la personne qu'on croise dans la rue et on lui raconte un petit bout de notre histoire et ça peut lui faire du bien à ce moment-là. On ne sait pas à quel moment on inspire. C'est ça la difficulté, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on va toucher quelqu'un. Donc on se met dans la position de... Et quand on a cette position-là, cette stature-là, ce positionnement, on déplace tout. Oui, d'accord. Martine? Monique, tu es d'accord avec moi? Osons. Oui, c'est ça. Il faut vraiment se mettre dans cette posture d'être inspirant. C'est un costume et il faut oser se le mettre le matin, se lever et se dire je vais être inspirante pour quelqu'un. Voilà, tout à fait. Martine? Je vais répondre à cette question par une phrase que j'ai justement gardée. Une femme inspirante est une femme qui est ambitieuse et déterminée pour elle-même, déjà, qui sait ce qu'elle veut et qui construit, qui reconnaît l'importance de ses objectifs et de ses rêves, surtout. Et elle ne cesse de se battre, ou en tout cas de faire tout ce qu'elle peut et tout ce qu'elle veut pour pouvoir y parvenir. Donc, à partir du moment où elle est inspirante pour elle-même, elle portera aussi, enfin les autres auront ce regard sur elle, parce qu'on va se dire elle a de la détermination, elle atteint ses objectifs, ou en tout cas elle met tout en œuvre pour l'atteindre. Donc on a envie effectivement de ressembler à une femme qui, au détriment de tout le reste, essaye toujours d'atteindre des objectifs. Alors, tu sais, Iman, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes et qui ne peuvent pas peut-être être inspirées. Alors, qu'est-ce qu'une coach peut dire à une femme qui n'a pas d'estime d'elle, qui est complexée par X ou Y, par son travail, par sa taille, par sa grosseur, enfin peu importe. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette femme-là? Qu'elle est assez telle qu'elle est. Elle est assez compétente, elle est assez belle, elle est assez intelligente. Comme elle est parfaite en fait. Oui. Voilà, c'est juste de croire en soi, en qui elle est profondément, en son essence, et à se faire... juste à croire en soi, en fait, vraiment. Je pense que c'est de se dire que, de ne pas se comparer aux autres, on est là pour quelque chose. On vient accomplir une mission sur Terre et chacun a la sienne et chacun a sa zone de génie et chacun est là pour accomplir ce qu'il a à accomplir de la meilleure façon qui soit. Donc elle a toutes les ressources en elle pour arriver à faire ce qu'elle veut. C'est vraiment ça. Et ça, c'est automatique ou bien il y a un travail à faire? Alors c'est un travail à faire, mais c'est un travail d'évaluer déjà avec honnêteté, de regarder avec honnêteté c'est quoi ses qualités, ses défauts, de regarder avec honnêteté c'est quoi, dans quoi on a déjà réussi, et c'est des blocages qu'on souvent se met soit parce que famille, parce que société, parce que plein de choses, en fait c'est des blocages qu'on se met. Et en fait, si on se libère de ça, déjà, on peut aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas de limite, en fait. Tout est possible. Vraiment. C'est vraiment une question de mindset et de voilà, vouloir vivre la vie de ses rêves, en fait. Oui. C'est la dernière question et on va terminer là. Je vais poser la question, je suis la réponse, en quelque sorte. Est-ce que la société guadeloupéenne permet à la femme d'être inspirante, Josie? Absolument. Oui. Absolument, parce que du moment que tu as pris conscience que tu as tout en toi pour être inspirante, oui, autour de nous, il n'y a que des femmes inspirantes.
D'accord. Aujourd'hui, on a dû en choisir une, mais autour de nous, il n'y a que des femmes inspirantes. Donc vous êtes toutes là inspirantes. Absolument. Et je le crois déjà pour Et moi. on le revendique. Oui. Ça me rassure. Caroline pense pareil. Alors je rappelle que quand même, j'ai pas dit, Caroline c'est une nouvelle chroniqueuse, mais qui comprend le créole. Donc si vous avez dit on parle en créole, qui comprennent. J'avais briefé mes collègues chroniqueuses avant l'émission en disant allez-y, lâchez-vous, ce ne sera pas un problème pour moi. Moi, je me suis épanouie beaucoup plus en Guadeloupe dans ma différence, ma féminité, ma créativité que nulle part ailleurs auparavant. Donc oui, la Guadeloupe est une terre... Mais on dit que la Guadeloupe est difficile et dure. Non, la Guadeloupe est une terre pour qui la liberté c'est sacré. C'est vrai. Manique, on le pense aussi. Oui, je le pense. Et alors, pour voyager également sur les îles anglophones, c'est démultiplié sur les îles anglophones. Le rapport de la femme, on le voit hein, sur la Barbade, dans les instances, les grandes instances politiques, les femmes sont présidentes. Oui. Enfin, voilà. On a des fois de femmes présidentes à la région aussi. Hein. On en a vu. Oui, mais là, c'est présidente de la Barbade. Enfin, oui. Tu parles d'un convaincu. Donc, non, la Guadeloupe, effectivement, offre cette liberté. Il n'y a qu'à voir sur ce plateau et le nombre de chroniqueuses qu'il y a à Canal 10, c'est exceptionnel. Pas donc, Canal 10, à ZCL. ZCL, je n'ai pas osé le dire. Sinon, il y aura des raccourcis. C'est un raccourci, mais enfin, bon, on l'accepte. Donc, on a cette liberté-là. Après, c'est pas tous les jours rose, mais il faut reconnaître qu'on a une place, qu'on arrive très facilement à la défendre et que lorsqu'il faut monter au créneau, nous devons. Hein. Je le vois. En tout cas, mesdames, merci. Je ne sais pas s'il y a la question, un dernier mot à dire, sûrement. Non. Non, pas vraiment. En fait, je crois qu'on a déjà fait pas mal le tour de la question. Et alors oui, je vois beaucoup. Ça, c'est une parenthèse que je fais, mais je vois beaucoup une assimilation journée de la femme, journée des droits des femmes. C'est pas pareil pour moi. Non, vraiment. C'est pas pareil. Vraiment, mais le focus. Il n'y a pas de journée de l'homme de toute façon. Non, mais bon, on va pas en parler. Ça, c'est encore un autre débat, d'accord. On ne rentre pas là-dedans, mais c'est la journée des droits de la femme, d'accord. Donc c'est important de dire que c'est droit parce qu'il y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas le droit de vote, par exemple. On n'avait pas on n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire toute seule. Enfin, on était sous un joug patriarcal qui est encore, un petit peu là. Mais voilà, je pense que la femme antillaise est foncièrement rebelle. Oui. Tu veux dire belle deux fois. Belle deux fois, belle. D'accord. Donc, voilà. Bien, mais écoutez, je rappelle quand même c'est Martine qui avait inspiré cette émission. L'année dernière, on avait fait citer Naïla, cette année c'est Martine. L'année prochaine, j'espère que peut-être qu'une autre de vous prendra le relais. Je vous remercie en tout cas ces femmes d'être aujourd'hui là. Et c'est vrai que vous êtes celles, on est 15 au total. Il y a 13 femmes. Ouais. Et c'est le hasard. C'est vraiment le hasard. C'est vraiment le hasard. Je n'ai pas fait un casting. Hein. Je dis tout le temps que ce n'est pas un casting. Et elles sont toutes efficaces, expertes dans leur domaine. Et c'est ça justement qui fait un petit peu la force de cette émission et sa notoriété. Et elle inspire d'autres médias d'ailleurs. Ça, vous ne le savez pas, mais enfin, on nous copie beaucoup. Bref, merci en tout cas. Bonne journée pour le reste de la journée, puisque j'imagine que Manique doit avoir d'autres lieux d'inspiration et de représentation. Martine, pareil, notre coach aussi, la médiatrice, José aussi. Et je rappelle que dimanche dernier, les femmes étaient en mouvement. À l'honneur. En dimanche au commandement. Au dimanche au commandement, et ça a été très belle. Et donc, les femmes sont en mouvement. Et même si elles sont plus des poteaux mi-temps, mais ça pèse quand même sur la société guadeloupéenne. Merci, mesdames. Et merci à toutes les femmes qui nous regardent. Et on leur envoie un gros Kimbéré, un gros bisou. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye. Et j'ai oublié de le dire, les deux assistants qui travaillent avec moi sont des femmes. Talina et Edjona. Donc voilà, c'est un véritable univers de femmes. Voilà, c'est fini. Le réalisateur, c'est un homme, c'est Yann aujourd'hui. Voilà, c'est fini. Bye bye. À demain, à la même heure.